Nous avons vu au commencement de cette section comment les différentes densités, densité de matière, densité de rayonnement, densité d'énergie sombre, peuvent changer en fonction du facteur d'échelle R. Maintenant, dans ce qui reste de la section, on va essayer d'établir une espèce de diagramme de phase de l'univers en fonction de la densité de matière et de la densité d'énergie sombre. On va se concentrer sur le modèle qu'on appelle lambda CDM, qui est un modèle sans rayonnement. On va aussi distinguer entre univers fermé, ouvert ou plat, et enfin étudier certains scénarios d'évolution du facteur d'échelle en fonction du temps. Donc on va commencer par définir ce qu'on appelle les paramètres cosmologiques, donc ce qu'on appelle oméga majuscule ici. C'est en fait un changement de variable, c'est proportionnel à la densité pour chacune des composantes, donc c'est oméga alpha, parce que alpha peut être matière, rayonnement, énergie sombre, et ainsi de suite. Donc ce n'est qu'un changement de variable ici, où h est ce qu'on a déjà défini comme la dérivée logarithmique du facteur d'échelle R. C'est une définition. Si on retourne à la deuxième des équations de Friedmann-Lemaître, celle-ci, on va supposer maintenant que la constante cosmologique est non pas absente, mais qu'elle est incluse dans la densité. Donc c'est un type de matière, si on veut, c'est pas de la matière, mais c'est un type de source. Et donc on va enlever ce terme pour se concentrer uniquement sur ce qui contient de la densité d'énergie. Et donc je réécris cette forme ici. D'accord, donc je pourrais dire, différemment, si je divise par R' point au carré, eh bien j'aurai cette relation ici, où oméga est précisément défini par ça, donc il est obtenu en prenant le rapport entre ça et R point au carré. Donc cette équation, ici, est une façon équivalente d'écrire la deuxième des équations de Friedmann-Lemaître. Quant à oméga, eh bien, il a plusieurs sources, encore une fois, comme ρ est la somme de différentes contributions, oméga est la somme de différentes contributions, matière, rayonnement, énergie sombre. Et donc je pourrais même définir un quatrième oméga qui serait donné par cette contribution ici, qui en fait ne dépend pas des sources, mais uniquement de en quelque sorte du facteur d'échelle lui-même et de sa dérivée par rapport au temps. Donc on appelle ça la densité de courbure, figurez-vous. Et donc on l'écrit, c'est la définition précise ici, et ça correspondrait en fait en fonction du fait que ça décroît comme 1 sur R carré. Ici on compare aux autres comportements des autres densités, n'est-ce pas, qui sont généralement de ce type. Eh bien 1 sur R carré voudrait dire qu'oméga est égal à moins 1 tiers ici. Et donc, voilà, on définit ce oméga k, et ça nous donne une équation qui est tout à fait simple ici, qui a tous les airs d'une loi, ou en fait d'une règle de somme, c'est-à-dire d'une contrainte. Donc, en réalité, ce n'est que l'équation de Friedmann-Lemaître numéro 2, c'est rien d'autre que ça. Oméga m doit être positif, oméga r doit être positif aussi. Oméga lambda, eh bien, là, ça dépend du signe de lambda, bien sûr. Et de même, oméga k, ça dépend du signe de k. On pourrait maintenant trouver comment ces différents paramètres cosmologiques dépendent du facteur d'échelle. Donc, pour ce faire, on va donc retourner à cette relation qu'on avait trouvée la dernière fois. On va définir un facteur d'échelle normalisé, si on veut, par rapport à la valeur présente. On appelle petit a, donc c'est le rapport R sur la valeur présente de R sur R0. Donc, on aurait ici ρ est égal à ρ0 fois A exposant 3 fois 1 plus W. On fait le quotient, donc on commence par calculer ce rapport ici. Donc, on connaît la valeur, l'expression de cette quantité. Donc, je fais le rapport entre une valeur au temps quelconque à la valeur présente, ce qui me donne le rapport du carré des facteurs d'échelle, le rapport inverse du carré des dérivés du facteur d'échelle, ce qui me donne en fait ce rapport en fonction de h, et le rapport des densités ici. Et donc le rapport des densités va être donné par cette relation en fonction d'une puissance de a, ce qui me permet d'écrire que le rapport qui est ici est donné par ça ici. Ou encore cette relation. Donc cette relation est l'équivalent de
cette relation, mais cette fois exprimée en fonction de oméga, le paramètre cosmologique. Une autre façon, mais ça c'est pour chacune des composantes, bien sûr. Et donc on pourrait écrire généralement, en fonction de l'évolution dans le temps, cette relation plutôt, qui part d'une expression qui est correcte quand on met des valeurs présentes. Autrement dit, dans les valeurs présentes, H0 est égal à H si le temps t est égal au temps actuel, t0, n'est-ce pas? Donc ça serait éliminé. Et A serait toujours égal à 1. Et on aurait donc cette contrainte qui est respectée. Donc cette relation n'est autre que celle-ci, mais écrite différemment, en tenant compte de la dépendance en fonction de A de chacun des paramètres cosmologiques. Le paramètre de décélération, vous vous souvenez quand on a fait un développement en série du facteur d'échelle en fonction du temps, on a défini ce paramètre de décélération qui ici serait, on pourrait aussi l'exprimer en fonction des paramètres cosmologiques de la manière suivante. Donc, premièrement, on irait chercher dans la première des équations de Friedmann-Lemaître. Encore une fois, on enlève de cette équation la partie qui dépend de lambda. On aurait une valeur pour R2 point. Donc, on peut substituer. Bien sûr, ici, il y a équivalence entre ces deux expressions, puisque d'après la définition de H, bien sûr, donc on peut l'écrire comme ceci. Et là, je substitue cette valeur pour R2 point. J'obtiens cette expression ici. Et enfin, bien, j'ai justement, je me sers de la définition de ρ, et je peux simplement écrire ça comme, pas de ρ, mais pardon, de oméga, et je peux écrire ça comme ceci, tout simplement. Ce qui me permet d'écrire le paramètre de décélération comme cette contribution pour une composante en particulier. Si on a plusieurs composantes, donc rayonnement, matière, énergie sombre, il faut sommer les différentes contributions, et on aurait cette relation ici, où les différentes contributions interviennent avec des coefficients différents parce que W apparaît dans cette somme. Voilà. Maintenant, on va voir quelles sont les conséquences sur les différentes valeurs des paramètres cosmologiques pour les différentes composantes du fait que l'univers soit fermé, ouvert ou plat. Donc, qu'est-ce qu'un univers ouvert? Ouvert veut dire que K égale à moins 1, donc on est dans une géométrie hyperbolique, n'est-ce pas? Donc l'univers n'est pas borné, il n'est pas fermé sur lui-même à un instant donné. Donc pour que K soit égal à moins 1, bien sûr, si on regarde cette quantité, il faut que oméga K soit plus grand que 0. Donc, ce qui veut dire, dans la règle de somme qu'on avait, que oméga total, donc oméga total, pour moi, ce serait la somme de tous les oméga qui proviennent de sources énergétiques comme matière, rayonnement et énergie sombre. Donc oméga total plus oméga k est égal à 1. Ça, c'est la règle de somme qu'on avait trouvée tout à l'heure. Donc si oméga k est plus grand que 0, nécessairement, ça veut dire que oméga total doit être plus petit que 1. Donc quand la somme des paramètres cosmologiques est inférieure à 1, la géométrie de l'univers est ouverte. L'univers plat correspond à k égale 0, ce qui veut dire que oméga k égale 0, donc oméga total est égal à 1, donc c'est une condition frontière bien sûr. Et l'univers fermé, donc la géométrie sphérique, comme on a vu précédemment, dans ce cas-là, oméga k est plus petit que 0, et donc la densité, pas la densité totale, mais le paramètre cosmologique total, somme des trois contributions, est plus grand que 1. Bon. Alors, quelles sont les valeurs de ces paramètres tels qu'on peut les observer maintenant? Je ne ferai pas tout le topo sur l'astrophysique, sur comment on obtient ces paramètres, mais bien sûr, la constante de Hubble, le facteur de décélération sont obtenus par observation de la vitesse des objets en fonction de leur distance. Et ça requiert une espèce de calibration des distances qui est en fait l'objet principal de l'astronomie depuis un siècle, à savoir comment mesurer les distances des objets de plus en plus éloignés par une série de méthodes qui se chevauchent les unes sur les autres en fonction de l'échelle de distance. Les supernovas massives dans les galaxies éloignées ont servi dans les années 90 d'étalons pour justement révéler l'existence de l'énergie sombre. Donc, d'après les dernières données, la constante de Hubble, donc H0, est donnée par cette valeur, on l'a déjà mentionné.
et le temps de Hubble, qui est son inverse, à 14,4 milliards d'années. Ce qui n'est pas la même chose que l'âge de l'univers. On verra la distinction entre les deux. C'est pas loin, mais c'est pas la même chose. Les différentes contributions, les paramètres cosmologiques. Donc, pour la matière, 0,308. C'est un peu comme la fraction d'énergie qui vient de la matière, si on veut. Le rayonnement, très petit, 10-5, 5 par 10-5, ce qui est compatible avec le modèle lambda CDM qu'on va décrire tout à l'heure. L'énergie sombre, assez important, 0,69. Et donc, ça va devenir de plus en plus important avec le temps. Quant à la densité de courbure, c'est petit. En valeur absolue, plus petit que 5 par 10-3, ce qui fait qu'on est compatible avec un univers plat. C'est sans doute pas une coïncidence. Il doit y avoir une bonne raison pour cela. Ça pourrait être le principe anthropique. On y reviendra un petit peu plus tard aussi. Bon. Alors, voyons voir maintenant ce qu'on entend par diagramme de phase cosmologique. On va se placer dans un modèle universellement connu comme lambda CDM, c'est-à-dire lambda cold dark matter. Cold dark matter veut dire matière froide, c'est-à-dire la matière non relativiste, donc le oméga M, et lambda énergie sombre. Donc on néglige ici le rayonnement. Okay? Donc dans ce modèle, la contribution du rayonnement est négligeable et négligée en fait. Donc si on revient à l'équation qu'on avait précédemment, celle-ci, je vais simplement la réécrire, mais en mettant le terme de rayonnement ici, donc j'ai cette relation ici. Okay. On peut se demander, est-il possible que l'univers, tout en prenant l'expansion, s'arrête de prendre de l'expansion et un jour se recontracte? Ou l'inverse, peut-être qu'il est en expansion maintenant, mais qu'il était en contraction dans le passé et qu'il a changé le signe de la deuxième dérivée de R. Okay. Le signe de la première dérivée de R, donc la deuxième dérivée de R, c'est annulé à un moment donné. Donc, si ça se produit, donc à ce moment-là, la dérivée de R serait nulle, donc H serait 0. Donc, on pourrait demander que cette quantité soit nulle. Donc, ça nous mène à cette équation-ci. Cette équation est une équation cubique en A. Donc, si elle a des solutions, on va trouver le facteur d'échelle A pour lequel elle a des solutions. Okay? Et une fois qu'on connaît cette solution, on pourrait trouver une relation entre oméga M et oméga lambda. Bon. Et on obtient en fait le diagramme de phase qui est ici. Je vais sauter tous les détails qui ont trait à cette équation cubique. J'en parle assez longuement dans les notes de cours. C'est accessoire, disons. Donc je ne pense pas que ça vaille la peine de passer beaucoup de temps en cours sur un truc qui est relativement complexe, je dirais, mais pas si important en même temps. D'accord? Donc je vais passer ces trucs-là, mais vous pouvez quand même les lire dans les notes, en détail, mais c'est assez secondaire comme sujet. Je vais me contenter d'expliquer le diagramme de phase que voici. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un diagramme de phase en fonction du facteur du paramètre cosmologique pour la matière et pour l'énergie sombre. Et en fonction des différents points sur ce graphique, on a un scénario d'univers qui est soit fermé, ouvert, plat, en accélération, en décélération, etc. Donc par exemple, la différence entre l'univers fermé et ouvert, c'est cette relation ici. Donc autrement dit, la frontière, l'univers plat, correspond à oméga k égale 0, oméga total est égal à 1, mais ici on néglige le rayonnement, ce qui veut dire que oméga M plus oméga lambda, ce qui est oméga total dans ce cas-là, est égal à 1. Donc c'est l'équation d'une droite, donc on a le 0, 0 ici, là, et donc c'est une droite qui suit cette pente. Donc en dessous de cette droite, l'univers est ouvert, au-dessus, l'univers est fermé. Les paramètres actuels que j'ai mentionnés tout à l'heure, avec leur marge d'erreur, nous mettent dans cette région-là. Donc on est justement entre les deux. Une autre contrainte d'importance, c'est donc ce qui provient de ça ici, donc le facteur de décélération. On néglige encore une fois le rayonnement. Et ici, ce facteur de décélération est 0. Ça fait une frontière entre univers en accélération et en décélération. Cette frontière, c'est oméga m est égal à 2 fois oméga lambda. Donc, voilà. En dessous de cette droite, l'univers est en décélération. Au-dessus, il est en accélération et on est présentement en accélération de l'expansion de l'univers.
Et les autres courbes qui apparaissent sur ce diagramme sont justement sujets à la solution de cette équation-là et nous permettent d'affirmer est-ce que l'univers va changer de signe d'expansion ou de contraction. Et ce que l'on trouve, c'est que, bon, on a ici cette frontière. En dessous de cette frontière, l'univers va un jour se contracter. Il est en expansion actuellement, mais le signe de la dérivée va changer un jour. Sinon, il est en expansion éternelle. Et on a cette autre frontière. En dessous de cette courbe, ou à droite et en dessous, donc on a eu un Big Bang, c'est-à-dire que on est en expansion, mais il n'y a jamais eu de changement de signe, donc il a toujours été en expansion, donc on est parti de zéro. Sinon, au-dessus de cette courbe, il n'y a pas eu de Big Bang, donc l'univers est peut-être en contraction, et cette contraction s'est ralentie jusqu'à se transformer en expansion, à un moment donné dans le passé. Voilà, donc il semble que nous soyons dans un univers plat, et que le Big Bang ait eu lieu, et qu'on est en accélération de l'expansion en ce moment. Il nous reste à étudier l'évolution dans le temps du facteur d'échelle, donc petit a en fonction de t. Si on retourne à cette équation qu'on avait auparavant, cette équation est en fait rien d'autre qu'une équation différentielle pour a. Parce que donc h carré, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de r divisé par r, ou la dérivée de a divisé par a, même chose. Donc j'ai ça au carré, ok, fois toutes ces contributions. Le oméga k respecte une règle de somme ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire immédiatement a point carré, je multiplie par a carré ici, donc je me débarrasse de ce a à la moins 2. Le oméga k, je l'exprime comme ceci en raison de la règle de somme. Et donc ayant multiplié par a au carré, j'ai a moins 1 ici, a à la moins 2 ici et a au carré ici. Donc j'ai une équation différentielle pour a, avec comme paramètres qui vont influencer la solution, bien sûr, les différents paramètres cosmologiques actuels, ces trois valeurs, et la constante de Hubble. Je vais aussi exprimer les temps en fonction de cette nouvelle variable que j'appelle le temps de Hubble. Donc ça, c'est le temps de coordonnées qu'on a vu. Constante de Hubble me donne ce temps, qui est un temps sans dimension, sans unité. Donc en fonction de ça, ça se simplifie encore plus. Donc j'aurai dA des taux au carré me donne ceci. J'ai éliminé la constante de Hubble du décor finalement. Ça fait partie maintenant de l'échelle de temps. OK. Bon, cette équation n'est pas si complexe, mais on ne peut pas la résoudre analytiquement dans le cas général. Donc on peut en obtenir cependant des solutions numériques. Alors je vais illustrer ici trois solutions numériques à cette équation. La première, donc la courbe noire, correspond aux données des observations, donc aux données qu'on pense être les bonnes pour la valeur de lambda m, de oméga m et de oméga lambda. Donc là, je néglige ici oméga r, je suis dans lambda CDM, et j'obtiens cette courbe ici pour a en fonction de taux. Donc, le 0 de taux, c'est le temps présent, c'est maintenant. Taux égale moins 1, ce serait le temps de Hubble dans le passé. Et ce que j'ai ici, c'est le facteur d'échelle, qui bien sûr est égal à 1, par définition, au temps présent. Alors cette courbe noire, elle nous indique, donc on le voit tout de suite, que l'univers est en accélération, et qu'il a commencé quelque part dans le passé, quand a égale 0. Et donc ça, c'est le moment du Big Bang. Okay. Ça vient de la solution de cette équation-là, okay, qui n'est pas simplement donnée par une droite qui extrapole la pente ici. Donc si on avait une droite qui extrapolait la pente ici, on aurait exactement, on extrapolerait jusqu'au temps de Hubble dans le passé, mais c'est un petit peu différent. En fait, c'est pas très différent. Donc le point d'extrapolation ici, pas d'extrapolation, mais le point de la solution quand a tend vers 0 correspond à taux égal à moins 0,969. Si on traduit ça en connaissant la constante de Hubble en années, on obtient 13,96 milliards d'années dans le passé. Donc c'est l'âge de l'univers, tel qu'on le connaît, avec les paramètres actuels, et ce modèle lambda CDM. Les autres courbes. Bon, la courbe bleue est obtenue en augmentant quand même beaucoup l'énergie sombre. Et on obtient donc un modèle, une solution, où l'univers est en accélération
il a été en contraction dans le passé. Il n'y a pas de Big Bang. Donc, il s'est contracté et il a repris l'expansion. Okay. La courbe rouge correspond à un des modèles qu'on appelle les modèles Friedman, où il n'y a ni rayonnement ni énergie sombre. Donc, dans ce cas-là, j'ai mis 4, 0 ici. J'ai effectivement un Big Bang, plus tôt dans le passé. Hein. Une expansion qui est en décélération. Donc, je n'ai pas d'accélération d'expansion, j'ai une décélération et ça se tourne, ça se transforme en Big Crunch à un moment donné dans le futur, hein, qui serait à peu près égal à 28 milliards d'années. Donc, si c'était le cas, on aurait encore un peu le temps de finir le cours, certainement. Mais ça correspond à un modèle de Friedman. Donc, revenons-en à ces modèles de Friedman. Friedman travaillait dans les années 20, donc il n'avait pas, certainement pas conscience de l'énergie sombre. Il ne voulait pas utiliser la constante cosmologique d'Einstein. C'est pas clair qu'il en connaissait l'existence. Donc, dans ce cas, on a uniquement ce terme et ça ici. Ça disparaît. Okay. Donc, équation plus simple. Comment la résoudre? Oui, ben alors on peut faire de la séparation des variables et on pourrait écrire voilà, cette solution ici. Cependant, la solution exacte, analytique, dépend de la valeur de k. Hein. Il faut dire. Donc, si, par exemple, k égale 0, donc si k égale 0, retournons en arrière. Si k égale 0, oméga total est égal à 1. Donc, oméga m est égal à 1 parce qu'il n'y a pas d'autre contribution. Donc, oméga m étant égal à 1, j'ai ceci qui disparaît, j'ai une intégrale qui est très simple à faire, c'est l'intégrale de dx, x à la 1/2, donc j'obtiens, petit calcul rapide ici, a à la 3/2 fois 2 tiers. Donc, je peux inverser et j'ai un facteur d'échelle qui croît comme taux à la 2 tiers. Si j'ai k égale à 1 maintenant, ce qui veut dire que oméga m est plus grand que 1, j'aurai véritablement cette intégrale à faire et je peux la faire en faisant cette... Alors je vais passer un petit peu en faisant cette substitution ici. Je fais un changement de variable où x est donné par ce facteur constant fois sinus carré de qui sur 2. Donc je fais l'intégrale et j'obtiens dans ce cas-là a en fonction de qui et taux en fonction de qui. Je pourrais en fait faire un graphique de a en fonction de taux comme si c'était une courbe paramétrique en fonction de qui. Donc, et ça donne quelque chose qui en fait est une cycloïde, curieusement. Donc là je montre les graphiques ici. Donc ça c'est ce qu'on avait dans le cas oméga m égale à 1 où c'était une loi de puissance à la 2 tiers, ça ici. Et dans le cas où oméga m est plus petit que 1, j'ai cette cycloïde, donc un univers qui est cyclique. Okay. Enfin, dans l'autre cas, qui serait un peu plus loin, pardonnez-moi, donc dans le cas petit k égale moins 1, on aurait à faire un changement de variable qui serait hyperbolique, c'est facile à prévoir, et on aurait des solutions comme celle-ci qui forment une espèce de cycloïde hyperbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça donne cette courbe rouge ici, donc un univers qui est en accélération constante. C'est le modèle de Friedman. Ça a un intérêt historique. Un autre truc intéressant qui est très simple et qui est un paradigme de l'inflation, c'est le modèle de Sitter. Okay? Donc dans le modèle de Sitter, qu'est-ce qu'il y a? C'est purement énergie sombre. Il n'y a rien d'autre que l'énergie sombre. Donc oméga lambda est égal à 1. Donc éventuellement, comme on l'a vu, l'énergie sombre va finir par dominer. Et donc, on se dirige progressivement vers un modèle de Sitter, en quelque sorte. Donc, si on n'a que l'énergie sombre, à ce moment-là, si on retourne à cette équation, on n'a pas ça, on a uniquement ce truc-là. Et donc, voilà, on aurait ça ici. Et on obtient une équation relativement simple, comme ceci. Donc, j'ai oublié de dire, bien sûr, que le modèle de Sitter s'applique au cas d'un espace plat, donc k égale 0. C'est pour ça, justement, qu'on peut imposer oméga lambda égale à 1, étant donné que les deux autres sont absents. Donc, cette équation différentielle, quand on en prend la racine carrée, la racine positive en plus, on obtient, une petite coquille ici que je dois réparer, ceci,
on intègre les deux côtés, et bien sûr, et la solution, c'est une exponentielle, comme ça. Okay, donc, on a un univers inflationnaire. Le facteur d'échelle augmente de manière exponentiellement rapide. Dernier modèle ici, ce modèle statique d'Einstein, qui a une histoire intéressante. Einstein, quand il a le premier appliqué la théorie de la relativité générale à la cosmologie, à l'univers dans son ensemble, avait un préjugé fort qui est lié à Aristote, en fait. Donc, il avait un préjugé aristotélicien, il pensait que l'univers était éternel. Éternel, stationnaire, donc il n'y avait pas de création ou quoi que ce soit, enfin, pas de Big Bang, certainement, n'imaginez pas ça. Donc, il tenait à avoir une solution statique. Solution, donc, à ces équations, mais où R2 point, R point serait nul. Et donc, ça devenait forcément donc, à cette première équation, pour la première des équations de Fermat-Lemaître, et à celle-ci pour la deuxième. En plus de ça, si on considère de la matière froide, donc on oublie le rayonnement, eh bien si on met ça là-dedans, donc on met P égale 0, pas de pression, ok, on obtient à ce moment-là une relation simple entre, on peut diviser R par R, n'est-ce pas? On obtient une relation simple entre lambda et ρ, ceci. Lambda est égal à 4 pi ρ. Comme ρ venant de la matière froide est positif, donc lambda aussi est positif, nécessairement. Donc, à partir de ça, donc on peut substituer là-dedans, bien sûr, ce qu'on a trouvé ici, on met ça là-dedans, et on trouve que lambda est égal à k sur r carré. Donc forcément, si lambda est positif, k doit être positif. Donc ça correspond à un univers avec k égale à 1, un univers fermé. Bon. Donc on devrait avoir si c'est statique, tiré de là, bien sûr, une valeur fixe de r, n'est-ce pas? Malheureusement, cette solution est instable. Enfin, on peut montrer que si lambda ne respecte pas cette condition, une petite perturbation dans un sens ou dans l'autre, cette solution statique s'effondre et donc l'univers devient dynamique et ne revient pas à la valeur statique. C'est instable. La solution étant instable, l'univers est forcément dynamique. Quand je disais que l'histoire était intéressante, c'est que Einstein n'arrivait pas, dans sa théorie initiale, à obtenir un univers statique. Et c'est pour ça qu'il a introduit la constante cosmologique. Avec la constante cosmologique, il a trouvé donc cette solution d'un univers statique, mais malheureusement une solution instable. Donc il a regretté plus tard d'avoir imaginé cette constante lambda, puisqu'il l'a fait sur la base d'une théorie fausse finalement, et donc il s'est exclamé en disant que c'était la plus grande erreur de sa vie. Okay? La plus grande gaffe de sa vie, c'était d'avoir introduit lambda. Et ça, c'est une erreur, parce que lambda est très pertinent. On sait que lambda est non nul maintenant, que c'est un facteur très important. Voilà, donc merci de votre attention.